Alors on va s'intéresser maintenant à un pendule dit pendule de torsion. Alors le pendule de torsion, c'est l'équivalent du ressort horizontal, du ressort vertical pour la dynamique normale, c'est-à-dire que l'on va retrouver notre fameuse équation d'oscillateur harmonique. C'est donc un exemple que vous devez savoir maîtriser, qui est relativement simple et qui introduit l'équivalent en rotation du ressort qu'on avait simplement en linéaire. Bon, alors un pendule de torsion, du coup, qu'est-ce que c'est? Vous prenez un fil suspendu verticalement, donc ici, et c'est ce fil-là qui va se vriller, et lorsqu'il se vrille, eh bien forcément, il va opposer une résistance. Plus vous le vrillez, plus il va vouloir vous ramener dans l'autre sens et vous faire revenir dans la partie, enfin dans la direction qui est opposée. Donc, vous allez avoir apparition d'un couple de torsion. Donc, ce couple de torsion va pouvoir s'écrire moins une certaine constante fois θ selon l'axe EZ. Alors bien sûr, je vais mettre EZ comme ça. Et vous avez alors le θ qui est ici, par exemple, est négatif. Alors on peut peut-être s'amuser plutôt à le mettre comme ça, votre θ, comme ça il est bien gentiment positif par rapport à EZ. Ce sera plus simple pour l'obtention des choses. Donc là, vous voyez que quand le pendule tourne un petit peu, le couple va avoir tendance à s'opposer à la rotation parce que quand θ est positif, la projection est négative, c'est-à-dire qu'il vous fait tourner dans le sens horaire alors que vous êtes parti dans le sens trigo. Et quand vous êtes au contraire dans le sens horaire, en train de partir dans le sens horaire, θ est négatif, donc moins θ est positif, et donc le couple a tendance à vous faire repartir ou essayer de vous emmener dans le sens trigonométrique. Ce qui se passe, c'est qu'en pratique, on va mettre une tige avec des masses de chaque côté, donc à ce niveau-là et de ce côté-là, et ça va nous faire changer le moment d'inertie global de la tige, notamment en TP. Vous pouvez varier en fonction de la distance des masses par rapport à l'axe central. Vous aurez moyen de changer ce moment d'inertie. Alors, notez que la plupart du temps, la tige sur laquelle on appuie ces masses n'est pas de masse négligeable en elle-même. Il va donc falloir prendre en compte son moment d'inertie. Donc, le système étudié, c'est le système masse plus barre. Donc, si je le dessine en rouge, votre système étudié, ça va être celui-là. Donc, il est de moment d'inertie J par rapport à l'axe central. Toujours les moments d'inertie, normalement il faut préciser l'axe, étant donné que là on en a un seul qui est évident pour notre étude, on ne va pas indicer J par le fameux J delta habituel, mais l'idée est quand même de se dire que si vous changez d'axe, vous allez changer la valeur de ce moment d'inertie. Bon, si on regarde là-dedans, vous avez, qu'est-ce que vous avez comme force, donc au niveau de l'inventaire des forces qui s'exercent. Vous avez, donc, pour les forces, vous avez le poids qui est ici, le poids, donc un P1, un P2, un P3 qui correspond au poids de la tige elle-même, qui s'exerce au niveau de son centre de gravité, c'est-à-dire au milieu, et puis vous avez une tension verticale du fil qui vous permet de tenir l'ensemble pour éviter que ça tombe. Donc vous avez une tension qui va être comme ça, une tension verticale. Donc vous avez P1, P2, P3 et T. Mais ça ne suffit pas, vous avez aussi des couples à prendre en compte, donc les couples supplémentaires pour lesquels la résultante des forces est nulle, étant donné que la somme des forces correspondantes est nulle, on ne peut pas le faire apparaître dans l'inventaire des forces, et donc dans le couple supplémentaire, vous avez le couple de rappel gamma qu'on a défini un tout petit peu plus haut et dont il faut se souvenir
de l'expression. Exactement comme pour le ressort, vous aviez du moins kx u avec x l'allongement. Là, on a du moins c θ selon l'axe EZ qui est l'axe perpendiculaire au plan par rapport auquel est défini votre angle θ. Donc, on a l'ensemble des forces. Si on regarde les moments à chaque fois par rapport à l'axe delta, donc l'axe delta, ça va être l'axe vertical de chacun des poids, ben, ça va être, par exemple, si je note O ce bout-là, et A celui-ci, donc ça va être OA vectoriel P1, scalaire EZ. Lui, il est selon EZ, donc le produit vectoriel est perpendiculaire à EZ, donc le produit scalaire doit faire 0. Et de la même manière, vous avez que toutes les autres forces ont des moments nuls par rapport à delta, donc de même, le moment par rapport à delta de P2 est égal à 0, le moment par rapport à delta de P3 est égal à 0. Alors lui, c'est la double peine. Non seulement P est vertical, donc le moment sera forcément nul, mais la distance, le bras de levier est nul aussi, donc ça fait deux raisons pour lesquelles il doit être nul. Et de la même manière, le moment par rapport à delta de T doit être égal à 0. Donc, sur tous les moments disponibles, 4 forces plus le couple correspondant au couple de torsion, sur tous les moments disponibles, ben, vous avez 4 qui sont nuls. Donc si on applique le théorème du moment cinétique scalaire, ça nous dit que d sigma delta sur dt, ben, c'est égal à gamma scalaire EZ, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, il y a 4 zéros, donc ça me fait du moins Cθ, puisque Z scalaire EZ, ça fait 1, et ça, c'est la dérivée de Jθ point par rapport au temps, donc ça me donne du Jθ point point. Voilà, équation différentielle qui se remet sous forme habituelle, avec du C sur Jθ égale 0, hop. Et on reconnaît une équation d'oscillateur harmonique. Oscillateur harmonique de pulsation. Ben, vous reconnaissez la pulsation ici au carré. Ça, c'est mon oméga 0 carré. Donc, de oméga 0 qui vaut à racine de C sur J. On retrouve que vous avez une période T0 qui vaut 2pi sur oméga 0, qui s'écrit 2pi racine de J sur C, qui va être d'autant plus longue, d'autant plus importante qu'il y a beaucoup d'inertie, c'est-à-dire que votre pendule, une fois qu'il est parti, il met très longtemps avant qu'on réussisse à le ramener dans l'autre sens, parce qu'il y a beaucoup de masse accrochée dessus. Donc la période est grande quand il y a beaucoup d'inertie. Et au contraire, elle sera petite si vous avez une raideur, une constante de torsion C qui va être très grande, et donc rapidement vous ramener ou tenter de vous ramener dès que θ augmente un petit peu vers votre position d'équilibre qui correspond à θ égale 0. Donc on a un comportement habituel d'oscillateur harmonique. Là on retrouve, et alors vous avez très exactement, si vous voulez faire le portrait de phase, on peut établir ce qu'on appelle une intégrale première du mouvement. Une intégrale première du mouvement, ça veut dire c'est trouver quelque chose qui est conservé en intégrant une fois l'équation du mouvement. Et c'est ma fameuse astuce de multiplication par θ point. Si je multiplie par θ point, j'ai θ point point fois θ point, plus C sur J θ fois θ point qui est égal à 0. Ce machin-là, je peux l'écrire comme étant la dérivée de θ point carré sur 2. Le truc d'à côté, je peux l'écrire comme étant la dérivée de C sur J θ carré sur 2.
La dérivée de θ carré sur 2 par rapport à t, c'est la dérivée de θ carré sur 2 par rapport à θ multiplié par la dérivée de θ par rapport à t, c'est-à-dire le θ point qui apparaissait à cet endroit-là. Et de la même manière, la dérivée de θ point carré sur 2 par rapport au temps, c'est la dérivée de θ point carré sur 2 par rapport à θ point multiplié par la dérivée de θ point par rapport au temps, c'est-à-dire le θ point point. Donc, dans les deux cas, j'ai une dérivée globale qui est égale à 0. Ça me dit que θ point carré sur 2 plus c sur j θ carré sur 2 doit être égal à une constante. On peut l'écrire 1 demi de j θ point carré plus c θ carré sur 2 égale à une constante. Ça, c'est ce qu'on appelle une intégrale première du mouvement, et on verra que ce bout-là va correspondre à l'énergie cinétique de rotation. C'est dans le 1 demi de mv carré, là j'ai 1 demi de j θ point carré. Alors θ point, c'est pas homogène à une vitesse, c'est une vitesse angulaire, mais c'est bien pour ça que devant je n'ai pas une masse, mais j'ai une masse multipliée par une distance au carré. Donc là j'ai mon énergie cinétique, et là j'ai l'énergie potentielle élastique comme dans un ressort, donc l'énergie potentielle qui est stockée quand vous tordez votre fil. Vous savez que si vous lâchez, paf, ça revient exactement de la même manière quand vous prenez un élastique, que vous le tirez, si vous le lâchez, paf, ça vous fait mal au doigt. Vous avez de l'énergie que vous avez stockée dans la rotation et qui potentiellement peut être refournie à votre système pour avoir de l'énergie cinétique sous forme de déplacement grâce à cette expression-là. Donc la multiplication par θ point, l'astuce habituelle, revient à déterminer en fait une conservation de l'énergie dans votre système. Et ici, comme on n'a pas introduit de frottement, vous avez effectivement conservation de l'énergie mécanique, puisque dans l'inventaire qui est tout là-haut, il faudrait peut-être le préciser, c'est qu'on néglige les frottements qui peuvent effectivement apparaître, mais qui ici sont négligés, et donc on a un système qui globalement va être conservatif, ce qu'on retrouve par l'apparition de cette intégrale première du mouvement.